Bienvenue à ce webinaire qui va durer jusqu'à 13h30 sur l'usage de cannabis à moindre risque dans le contexte des psychoses. Et merci à notre présentateur, Dr. Didier Jutras-Assouad, qui est chercheur clinicien au FAQS et chef du département de psychiatrie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, ainsi que professeur titulaire au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal. Il est président du Centre d'expertise et de collaboration en troubles concomitants du RUIS de l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup Didier d'être là et je m'occupe des questions pendant la présentation. Je vais vous mettre aussi certains liens qui seront proposés là, par Dr. Assouad pendant la présentation. Bonne présentation. Merci beaucoup de l'introduction, Marie-Ève. C'est très gentil. Pendant que je partage mon écran, je crois que vous avez probablement donc mon écran. Vous voyez à l'écran ma présentation. Donc, peut-être d'abord, avant de commencer, avant toute chose, un grand merci donc à toute l'équipe de l'ESCODI, particulièrement évidemment Dr. Goyer, Marie-Josée, Karine là, pour la belle invitation à venir me joindre donc à ce webinaire, puis vous parler de cannabis dans un contexte particulier, là, qui est celui là, de la consommation de cannabis chez les gens qui ont aussi un trouble psychotique ou qui sont à risque de présenter un trouble psychotique. Donc, on a environ 55 minutes ensemble là, de présentation. Puis évidemment, je vais être bien heureux là, de pouvoir échanger avec vous par la suite. Vous avez mes conflits d'intérêts. Donc, je suis psychiatre de formation, mais je suis aussi majoritairement là, maintenant chercheur. Ma programmation de recherche là, est financée entièrement par des organismes publics que vous avez à l'écran. Je reçois du matériel de recherche d'une compagnie pharmaceutique pour un essai clinique, mais qui est pour un essai clinique qui est financé là, par des organismes subventionnaires publics. J'aimerais également là, reconnaître, prendre le temps une minute là, pour reconnaître que je vis et je travaille à Tiohtià:ke, qui est aussi maintenant connu sous le nom de Montréal, territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, mais mes activités de recherche ont évidemment lieu là, sur des terres traditionnelles non cédées, occupées continuellement par plusieurs Premières Nations un peu partout là, à travers le territoire là, connu sous le nom de Québec et aussi là, ailleurs au Canada. Donc, ce qu'on a ensemble au menu aujourd'hui, on va parler évidemment de cannabis. Évidemment, bon, plusieurs d'entre vous, pour ce que je comprends, vous êtes des cliniciens dans certains cas, peut-être aussi des gestionnaires, peut-être certains chercheurs, je présume, avaient un intérêt certainement pour la chose. Donc, on va parler de cette substance-là, mais on va en parler évidemment dans un contexte très particulier qui est celui de l'usage de cannabis chez les gens qui ont un problème de santé mentale. En l'occurrence, ici, on va parler aujourd'hui de psychose. Je vais plus particulièrement, en fait, mettre la table un peu pour vous expliquer pourquoi on en est venu, un groupe de collègues, à développer une adaptation des recommandations là, qui existent déjà au niveau international là, pour l'usage du cannabis à moindre risque, et pourquoi on les a adaptés pour les situations particulières pour les gens qui sont à risque ou qui vivent avec un trouble psychotique. Donc, je vais vous mettre un peu la table pour ça. Je vais vous parler de ces recommandations-là, vous parler aussi, au-delà des recommandations, de peut-être certains outils, des approches pour justement comment les utiliser, ces recommandations-là, tant évidemment par les personnes évidemment qui sont en situation de consommation de cannabis et qui ont ce trouble psychotique, mais aussi pour des cliniciens notamment qui pourraient être intéressés à alimenter des discussions, des échanges avec les gens qui peuvent avoir, par exemple, en suivi. Donc, c'est un peu ce que je vous propose aujourd'hui. Évidemment, le temps est limité, donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent en tête. On aura certainement du temps à la fin de la présentation pour pouvoir échanger ensemble. Peut-être le point de départ, on va parler évidemment de cannabis aujourd'hui. Vous avez ici les données là, québécoises, en fait, qui proviennent de l'enquête québécoise sur le cannabis, là, qui est une enquête qui est menée annuellement depuis la légalisation du cannabis. Pour en fait suivre en fait là, je dirais les grandes tendances en termes d'usage de cannabis, leurs conséquences, etc., là, au niveau du Québec. Et vous avez un peu les chiffres là. Essentiellement, ce qu'on a vu au Québec depuis la légalisation, c'est un phénomène où on a une légère tendance à l'augmentation, plus particulièrement dans des années là, immédiatement suivant la légalisation, avec des phénomènes très particuliers. Puis évidemment, là, probablement vous n'êtes pas sans vous rappeler là, qu'il y a 5, 6, bon, 7 ans maintenant, on parlait là, de la légalisation du cannabis.
beaucoup d'inquiétudes par rapport à la consommation chez les jeunes. Et finalement, on s'aperçoit de tendances quand même assez intéressantes, ou même au Québec. Ce qu'on semble voir, c'est une tendance, là, certainement à la stabilité ou même à une légère diminution de la consommation chez les jeunes. Et c'est vraiment chez les, je dirais, les adultes, et pas seulement les 25-34 ans et les un peu plus vieux, où on voit une augmentation peut-être un peu plus notable de la consommation de cannabis. Au-delà, puis là, c'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, de parler un peu là, bon, est-ce que la légalisation a un impact ou pas, puis bon, on pourra en parler très, très longtemps, évidemment, parce qu'il y avait des tendances là, qui précédaient la légalisation du cannabis en termes d'augmentation de l'usage de cannabis au Canada, mais aussi au Québec. Mais je pense qu'une des choses qu'il faut retenir d'une façon ou d'une autre, c'est que peu importe les tendances depuis la légalisation, on a des taux élevés. Donc, c'est un phénomène, un comportement qui est extrêmement répandu dans la population, la consommation de cette substance-là. Évidemment, pas au niveau de l'alcool, mais à des niveaux quand même élevés. Puis quand on parle des 18, 20, 20 puis vous voyez dans les gens dans la vingtaine, là, on parle de près, finalement, autour de 30-40 des gens qui se sont exposés à cette substance-là dans la dernière année. Évidemment, il y a quelques, bon, il y a quelques temps, là, on célébré ou certainement noté là, l'anniversaire là, du 5 ans post-légalisation. Puis dans l'année qui a suivi ce jalon-là, plusieurs personnes se sont un peu bon, posées, réfléchies au bilan suite à la légalisation du cannabis, notamment dans un contexte canadien. Je l'ai fait avec quelques collègues. On a regardé un peu les données, notamment sur le plan de la santé publique, essayer de comprendre un peu c'est quoi les grandes tendances qui se dégagent post-légalisation. Puis lorsqu'on regarde les grands indicateurs de santé publique en termes de consommation, d'utilisation de services, on voit dans l'ensemble que les indicateurs sont soit stables ou légèrement détériorés dans certains cas, puisqu'on voit notamment une l'utilisation des services où il y a dans certaines régions, notamment, là, on voit une augmentation, par exemple, de la consultation aux urgences, des hospitalisations qui peuvent être liées à la consommation de cannabis. Évidemment, avec des variations notables entre les provinces tant sur ces indicateurs de santé publique-là, mais je dirais aussi sur la façon dont on a procédé à la légalisation. Là où il y a, je pense, des bénéfices francs, c'est sur le plan de la judiciarisation, de la justice sociale, de la stigmatisation. On voit un impact drastique en termes de la diminution du fardeau sur le plan juridique, notamment des utilisateurs de cannabis qui, à l'époque, se voyaient souvent judiciarisés pour la consommation, la possession de cette substance-là. Puis évidemment, la diminution de ce fardeau-là a des impacts, on peut penser assez positifs sur le plan populationnel. Un des éléments aussi qu'on mettait de l'avant dans ce bilan-là, c'est à quel point, euh, même si on commence à accumuler quelques décennies de recherche sur le cannabis, et notamment de ses effets tant positifs que parfois délétères sur la santé. On en a évidemment encore beaucoup à apprendre pour comprendre notamment les effets du cannabis qui se retrouve maintenant sur le marché, qui a évidemment changé par rapport au cannabis d'il y a 30 ou 40 ans. On pourra peut-être y revenir dans la période de questions. Mais aussi sur le fait que malgré le fait on accumule des connaissances sur le cannabis, je dirais, on a encore beaucoup à accomplir sur le plan de développer des meilleures stratégies, puis d'étudier les meilleures stratégies pour favoriser une consommation qui est plus saine, moins problématique chez les gens qui vont consommer cette substance-là. C'est un peu je dirais, dans cet esprit-là aussi qu'il y a plusieurs travaux qui ont été faits, dont certains dont je vais vous parler aujourd'hui, qui ont mené au développement des recommandations pour l'usage de cannabis à plus faible risque dans un contexte de psychose. Quand on parle des effets sur la santé, évidemment, vous avez un sommaire ici, là, très, très haut niveau. Euh, Notamment qui avait été fait par l'Académie nationale de sciences, d'ingénierie de médecine aux États-Unis, avec une mise à jour qui a eu lieu par la suite, des données aussi de Santé Canada, qui semblent nous indiquer que, puis je vais le rappeler, puis pour moi c'est important de le souligner, la majorité des gens qui consomment du cannabis ne vont pas vivre des effets délétères de cette substance-là, puis même bon, la plupart vont en rapporter des effets qui vont considérer comme bénéfiques, qu'on peut appeler récréatifs dans certains cas thérapeutiques ou médicaux ou autres. Cela étant dit, on a une minorité, mais tout de même significative, de gens qui vont vivre des effets délétères de cette substance-là. Puis on a des données qui commencent à s'accumuler sur, je dirais, l'association entre l'exposition au cannabis, particulièrement l'exposition, je dirais, en général, là, qui est un peu plus prolongée ou intensive, associée évidemment des effets un peu plus négatifs sur la santé. Et je dirais, bon, vous avez là, il y a quelques données, notamment le syndrome d'hyperémèse, les vomissements cycliques qu'on connaît assez bien, certains effets sur le plan pulmonaire, cardiovasculaire, et évidemment,
beaucoup de littérature sur les effets du cannabis sur la santé mentale. Certaines données indiquant que des gens vont utiliser le cannabis en vivant, en rapportant des bénéfices associés à cette consommation-là, mais je dirais davantage de littérature qui nous indique que la consommation de cannabis peut avoir un effet délétère sur la santé mentale et pour certains troubles est associé à un risque accru là, de développer certains troubles de santé mentale. Vous avez cette diapositive-là qui est une méta-analyse de méta-analyse. Donc, je reste à un niveau de données qui est assez robuste, où essentiellement, des chercheurs ont collecté les informations d'études qui elles-mêmes venaient rassembler une panoplie d'indicateurs de santé venant de plusieurs études. Et essentiellement, dans cette méta-analyse-là que vous avez à l'écran, qui porte sur différents troubles, une je dirais, des conditions pour lesquelles on a le plus de données, c'est la psychose, où ce qu'on remarque en fait, c'est qu'on a maintenant quand même un certain nombre d'études, plusieurs études qui semblent nous indiquer là, que l'exposition au cannabis est associée à un risque accru de développer un trouble psychotique, de développer des symptômes psychotiques. Donc, c'est un peu ce que vous avez à l'écran. Donc, dans cette méta-analyse, ce que vous voyez, là, c'est que lorsque le losange là, se retrouve à droite de la barre, là, dans le centre, en fait, là, de la boîte grise, essentiellement, ce que ça montre, c'est qu'il y a une augmentation du risque de présenter la condition donnée. Donc, on voit là, qu'il y a un lien entre l'exposition au cannabis et le risque de développer un trouble psychotique. Évidemment, on ne parle pas d'une multiplication là, dramatique de ce risque-là, Ah, mais OK, mais j'en ai pas. à l'échelle populationnelle, ce qu'on remarque, donc, c'est effectivement là, que parmi les utilisateurs de cannabis, on note un risque accru de développer un trouble psychotique. Ce qu'on a aussi comme données maintenant de plus en plus abondantes, c'est aussi des études qui nous montrent, là, c'est le bas de l'écran dans cette figure-ci, ce qu'on voit, c'est essentiellement que les études semblent nous indiquer que la consommation de cannabis chez des gens qui ont déjà un trouble psychotique est associée à une évolution moins favorable, notamment une non-adhésion, un plus grand risque de non-adhésion au traitement, certains effets sur le plan cognitif, mais et aussi sur le plan du risque de rechute psychotique et qui donc viennent nous indiquer que la consommation de cannabis chez les gens qui ont un trouble psychotique, évidemment, ne vient pas nécessairement résulter ou amener des effets délétères, mais que statistiquement parlant, sur l'ensemble des gens qui ont un trouble psychotique et qui consomment du cannabis, cette consommation-là semble effectivement avoir un effet qui peut être négatif sur différents indicateurs en lien avec l'évolution notamment de la maladie psychotique. Et évidemment, c'est ce qui appelle un peu et qui fait en sorte que la consommation de cannabis, puis là, je prends évidemment, vous m'entendez, je pense il faut mettre des bémols, amener des nuances. Je le répète, c'est même chez les gens qui ont un trouble psychotique, c'est pas tout là. Puis je peux vous en parler aussi cliniquement, c'est évidemment pas tous les gens qui consomment du cannabis qui vont vivre des effets délétères de cette substance-là. J'ai une panoplie de patients, puis les statistiques le montrent également qu'il y a une panoplie de gens qui ont un trouble psychotique, qui consomment du cannabis, qui ne vont pas nécessairement développer des complications, y compris sur le plan de leur santé mentale associée à cette consommation-là. Mais il reste encore là statistiquement que sur l'ensemble de cette population-là, le cannabis semble avoir des effets délétères. Du moins sur le plan épidémiologique, et évidemment qui fait en sorte que la consommation de cannabis devient, je dirais, certainement un comportement qu'on cherche à vouloir accompagner, adresser chez les gens qui ont un trouble psychotique. Lorsqu'on regarde en fait les données sur les traitements qu'on offre chez les gens qui vont développer une dépendance au cannabis, on a je dirais un certain nombre d'études. Vous voyez là, c'est une revue qui avait été faite par des collègues, notamment à Toronto, qui date d'il y a quelques années, et qui nous indique là, que quand même un certain nombre d'études qui ont été menées pour déterminer quelles étaient les meilleures interventions, cette fois-ci sur le plan pharmacologique pour traiter la dépendance au cannabis, donc les gens qui vont développer un usage de cannabis problématique, avec essentiellement, quand on regarde l'ensemble des données, les conclusions de cette méta-analyse-là, donc qui regardait l'ensemble de la littérature ayant des études ayant testé des interventions pour traiter la consommation de cannabis, et souvent donc dans une perspective de diminution ou d'arrêt de la consommation de cannabis, avec une panoplie de molécules qui ont été tentées. Et pour résumer la chose avec, je dirais, la majorité de ces essais
thérapeutiques-là se sont résultés dans des résultats, je dirais, assez décevants, avec quelques indications des études que certains analogues, par exemple, des approches je dirais, de méthodes agonistes, là, donc, par exemple, en utilisant le THC ou des analogues, qu'il pouvait y avoir certains effets bénéfiques sur le plan de l'usage de cannabis, d'autres molécules comme le gabapentin, le cannabidiol, la N-acétylcystéine, où on a des études très préliminaires mais qui n'ont pas été répliquées. Donc, si on prend un pas de recul, essentiellement très, très peu de pharmacothérapie qu'on utilise couramment ou qu'on peut utiliser couramment pour traiter ou aider les gens qui veulent diminuer ou cesser leur consommation de cannabis. Sur le plan des traitements psychosociaux, chez les gens qui ont un usage problématique de cannabis, vous voyez là à peu près un nombre semblable d'études. On a aussi une méta-analyse qui a été faite puis essentiellement qui nous montrait que je dirais, les interventions assez habituelles dans le traitement des troubles liés à l'usage de substances. Donc, vous voyez là les approches cognitivo-comportementales de type prévention de la rechute, les entretiens motivationnels, les approches par contingence, avec donc un certain nombre d'études. Vous voyez un peu plus d'une vingtaine d'études qui ont été faites pour déterminer spécifiquement pour l'usage de cannabis quelles étaient les meilleures interventions. Et dans cette méta-analyse-là, essentiellement, ce qu'on remarque, puis vous le voyez, c'est la deuxième ligne, là, c'est que la grande majorité des gens, même à la fin du traitement, mais encore davantage là, lorsqu'on regarde quelques semaines, quelques mois plus tard après avoir reçu ces interventions-là, la grande majorité des gens, donc on parle de gens qui avaient un trouble à l'usage, mais qui étaient motivés à recevoir une intervention, qui ont suivi cette intervention-là, la grande majorité vont reprendre, continuer une consommation active de cannabis. Et qui vient donc nous indiquer que, évidemment, la solution la plus simple, puis je vais y revenir là-dessus, là, si on veut éviter les problèmes associés au cannabis, c'est de ne pas en consommer, que comme clinicien, le réflexe qu'on a que lorsque quelqu'un consomme du cannabis, particulièrement dans un contexte de trouble de santé mentale, c'est de penser que la solution simple, ce serait que cette personne-là cesse la consommation, mais les données nous indiquent quand même que lorsqu'on déploie des interventions les plus efficaces ou reconnues comme les plus efficaces, essentiellement, la majorité des gens qui consomment du cannabis vont continuer à en consommer. Et évidemment, ça, c'est sans parler des gens qui ne sont pas nécessairement même intéressés à recevoir ces interventions-là, soit parce qu'ils ne reconnaissent pas nécessairement qu'ils ont des enjeux liés à la consommation de cannabis, soit parce qu'ils n'ont tout simplement pas encore de problème associé à cette consommation-là, ou qui ne se sentent pas prêts ou capables de suivre ces interventions-là pour diminuer ou cesser leur consommation de cannabis. Et ce qui vient aussi nous rappeler que, évidemment, quand on rencontre des gens, et ça s'applique autant aux gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, mais également aux gens qui ont un trouble de santé mentale, qui consomment activement une substance comme le cannabis, qui évidemment, on a un certain nombre de gens qui vont être, je dirais, prêts, motivés et désirent avoir de l'aide, du soutien pour diminuer leur consommation de substances, lequel cas, évidemment, bon, on peut mettre en place certaines interventions, particulièrement psychosociales, pour accompagner ces gens-là à diminuer leur consommation de substances. Mais évidemment, on a quand même passablement de gens, puis pour ne pas dire, bon, certaines données indiquent même que dans le cas des gens là, qui consomment du cannabis, qui ont un trouble de santé mentale, la majorité des gens qui consomment du cannabis avec un trouble de santé mentale, qui essentiellement ne sont pas encore prêts à faire des changements liés notamment au niveau de consommation de cannabis, puis je parle particulièrement, ne sont pas prêts nécessairement à diminuer ou à cesser cette consommation de cannabis-là. Et qui, je pense, appelle à ce qu'on s'intéresse d'abord à ces personnes-là qui sont pas prêts à diminuer ou à cesser leur consommation. Sachant que même pour ces personnes-là, et je dirais peut-être même particulièrement pour ces personnes-là, il y a probablement un travail à faire pour mieux les équiper, justement pour s'assurer de diminuer les risques que ces gens-là puissent éventuellement vivre des problèmes associés au cannabis ou qu'ils puissent même, s'ils vivent déjà des problèmes associés à la consommation de cannabis, diminuer ces problèmes-là là, qu'ils peuvent avoir en lien avec leur consommation de cette substance-là. Et on a la bonne nouvelle, puis je pense, ça vient de toute la littérature, de la recherche qui a été menée sur le cannabis dans les dernières décennies. On a un certain nombre de facteurs, de variables, de comportements associés à la consommation de cannabis qui peuvent venir moduler le risque qu'une personne expérimente ou vive des effets délétères de cette substance-là. Un je dirais, des facteurs
qu'on sait qui vient prédire un peu le risque que va présenter une consommation de cannabis chez un individu, c'est l'âge à laquelle la personne va être exposée à cette substance-là. On a des données, vous avez là, une des données, une étude qui a été faite relativement récente, là, un peu moins de 2 ans, mais avec une panoplie d'autres études. C'est qu'un exemple là, qui nous montre comment le cannabis peut avoir des effets différents, donc peut augmenter l'activité cérébrale, diminuer l'activité cérébrale dans différentes zones du cerveau en fonction de l'âge d'exposition. Donc ici, c'est une étude qui comparait les effets sur le plan cérébral de l'exposition de la consommation de cannabis chez des jeunes adultes comparativement à des gens qui s'exposent lorsqu'ils sont adolescents. Puis vous voyez comment le cannabis va avoir des effets différents sur le fonctionnement cérébral à différents endroits dans le cerveau entre l'exposition qui est plus précoce, donc à l'adolescence, comparativement à une exposition qui est un peu plus tardive lorsque les gens sont déjà à l'âge adulte. Et ça, en fait, évidemment, ce n'est pas simplement des trouvailles neurobiologiques. On a vu d'ailleurs, on a fait une étude il y a un peu plus de 2 ans où on a révisé toute la littérature là, sur justement l'association entre l'usage de cannabis et l'impact différentiel sur la santé, particulièrement la santé mentale en fonction de l'âge. Et ce qu'on remarque, dans le fond, c'est que pour certaines conditions, il semble effectivement y avoir des effets, un plus grand risque d'effets indésirables chez les personnes qui consomment précocement, particulièrement les adolescents, notamment en ce qui a trait au risque de développer un trouble psychotique, au risque de développer un trouble lié à l'usage de cannabis, avec des données qui sont maintenant substantielles puis qui nous indiquent que le risque de développer ce type de problème-là est plus élevé si l'exposition survient précocement et plus particulièrement à l'adolescence. Pour ceux qui se questionnent, là, il semble y avoir un seuil autour de 15-16 ans, là, où lorsque le début de la consommation survient avant cet âge-là, le risque augmente de façon plus importante. On a aussi des données, ça c'est une étude en fait en fait c'est une autre méta-analyse où en fait ce que ces chercheurs-là ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé dans le fond les études qui étudiaient l'association entre la consommation de cannabis et le risque de développer des symptômes psychotiques en fonction de l'intensité de la consommation. Puis essentiellement, ce que vous voyez, c'est que dans pratiquement toutes ces études, en fait dans toutes ces études-là, de façon très très robuste, ce qu'on voit, c'est que plus il y a une augmentation de l'intensité de la consommation, plus il y a une augmentation du risque de développer des symptômes psychotiques. Évidemment, pour un clinicien, ce qui semble faire du sens, mais c'est très, très bien soutenu par la littérature, avec, je dirais, une espèce de point de bascule autour d'une fois par semaine où on voit vraiment que lorsque la consommation est de moins d'une fois par semaine, l'augmentation du risque est assez minimale, alors qu'à partir d'une fois par semaine, on voit une augmentation du risque de développer des symptômes psychotiques lorsque la consommation va être un peu plus intense. Et donc, l'intensité de la consommation, la fréquence de consommation, le nombre de jours par semaine ou par mois est un je dirais, des facteurs les plus robustes nous permettant de prédire si quelqu'un va ou pas développer des problèmes associés à sa consommation de cannabis. Un autre des facteurs maintenant qu'on connaît de mieux en mieux et beaucoup mieux, c'est en fait le contenu en cannabinoïdes qui vient aussi, maintenant on a des données assez abondantes qui viennent nous indiquer que le contenu en THC va être étroitement lié au risque de développer des symptômes psychotiques. On a des données particulièrement qui sont dans des milieux très contrôlés comme en laboratoire, des études qui sont non en laboratoire, plusieurs types, je dirais, de données qui semblent nous indiquer de façon assez claire que plus le produit contient des hautes teneurs en THC, plus le risque de développer des problèmes sur le plan psychotique est élevé. Avec, à l'inverse, par exemple, des données qui nous indiquent qu'avec le cannabidiol, on voit un effet qui est certainement où on voit une absence d'augmentation du risque de développer des symptômes psychotiques. À la limite, certaines études qui nous montrent que même le cannabidiol à très très haute dose pourrait avoir un effet thérapeutique dans ces données très préliminaires là, qui semblent nous indiquer ça, mais qui vient vous indiquer à quel point le contenu en cannabinoïdes, la concentration, particulièrement la concentration en THC du produit que la personne va consommer, puis la dose de THC qui va être consommée, est un facteur aussi qui va moduler le risque que cette personne-là développe des problèmes associés à sa consommation de cannabis. Et ça, c'est pertinent. C'est pertinent, vous allez voir comment tantôt ça peut se traduire dans, le fond, dans des conseils, des interventions qu'on peut faire avec les utilisateurs. Mais c'est aussi à prendre en considération parce que vous le voyez,
à l'écran. Ça, c'est un collègue, Tom Freeman, là, qui avait développé, qui a fait une étude, en fait, où ils étudiaient, en fait, dans son groupe, là, les pourcentages de THC des échantillons de cannabis qui étaient, en général, ils sont par des échantillons qui étaient saisis, puis qui montrent comment, au fil du temps, les taux de THC augmentent de façon importante. Et donc, on se retrouve actuellement avec des produits sur le marché avec des concentrations de THC qui sont grandissantes, qui sont de plus en plus élevées et des produits qui, par ailleurs, en général, contiennent des taux de CBD qui sont relativement faibles, sauf pour certains, évidemment, produits très, très niches, là, dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure. Donc, à nouveau, la concentration en cannabinoïdes, la dose de THC que la personne va consommer dans les produits de cannabis, c'est aussi un facteur important qui vient prédire si la personne va vivre des effets délétères ou pas associés à cette consommation-là. Un autre des comportements, je dirais, qui peut venir faire varier l'effet de la substance, dans certains cas, certains des effets délétères, c'est le mode de consommation de cannabis. Puis pourquoi j'en parle? Bien évidemment, parce que c'est en train de se diversifier, ces modes-là. On sait bon, que si on parle de même jusqu'à avant la légalisation, puis dans les dernières décennies, le mode de consommation très, très largement utilisé était le cannabis qui était fumé, où il y avait de la combustion le plus souvent roulé en joint et consommé là, sous la forme du produit séché. Évidemment, on avait encore à l'époque là, des gens qui allaient consommer du cannabis d'autres façons, mais je dirais que c'était assez marginal. Et ce qu'on voit, puis d'ailleurs les données de l'enquête québécoise nous le montrent, là, c'est vraiment une évolution des types de produits qui sont consommés notamment par les Québécois, avec une diversification des produits à base de cannabis et où on voit des gens non seulement fumer le cannabis, mais évidemment le vapoter, parfois le vaporiser, le consommer sous forme orale, sous forme de produits alimentaires, sous forme de gouttes orales. Donc, on a vraiment une panoplie maintenant de produits. On voit maintenant aussi une part beaucoup plus importante de gens qui vont utiliser différentes formes de produits lorsqu'ils vont consommer du cannabis. Des formes qui, chacune d'entre elles, ont des caractéristiques particulières. Évidemment, on sait que les formes, par exemple, orales, vont souvent prendre un peu plus de temps lorsque vous allez ingérer, par exemple, sous forme de produits alimentaires, du cannabis, les produits vont prendre un peu plus de temps avant d'exercer leurs effets. Ces effets-là vont durer beaucoup plus longtemps. On sait qu'on a certaines formes, notamment par inhalation, où là, on arrive à avoir une exposition plus rapide à des doses plus élevées, évidemment, de cannabinoïdes. Donc, chaque mode peut avoir des effets différents. On sait aussi que, par exemple, il y a certains produits régulés de vapotage de cannabis, notamment aux États-Unis, des produits donc, qui étaient moins sécuritaires, ont été associés à des problèmes sur le plan pulmonaire. Donc, les modes d'administration ont un impact important, non seulement évidemment sur l'effet des produits actifs, des cannabinoïdes, notamment du THC, sur le moment d'apparition des effets du THC, etc., et la durée de ces effets-là. Mais le mode d'administration peut être aussi associé à certains risques sur le plan de la santé, puis je pense notamment au niveau pulmonaire, avec notamment les voies par inhalation là, qui ont des risques un peu plus spécifiques sur la santé pulmonaire. Et donc, vous voyez un peu, c'est évidemment parmi les gens qui consomment du cannabis et qui consomment du cannabis activement, la façon dont c'est le moment et la façon dont ces gens-là vont utiliser le cannabis et aussi le type de produit que les gens vont utiliser viennent moduler drastiquement le risque, en fait, de vivre des effets, soit d'un côté agréable, mais aussi le risque de vivre des problèmes associés à la consommation de cannabis. Et pourquoi on en parle? Bien, évidemment, c'est très intéressant scientifiquement, mais au-delà de ça, c'est que ça nous offre ces comportements-là. On parle de comportements modifiables, ça nous offre des cibles, en fait, d'intervention ou de comportements potentiellement qui peuvent être modifiés par l'utilisateur puis qui lui permettent d'avoir un usage de cannabis qui est plus sécuritaire et qui présente moins de risques, notamment dans un contexte où cette personne-là présente un problème de santé mentale. Et ce qui m'amène tranquillement à vous parler un peu là, de ces recommandations qu'on a faites pour l'usage de cannabis à plus faible risque pour les gens qui ont un trouble psychotique. Ces recommandations-là ont été influencées, puis c'est vraiment une adaptation d'efforts qui ont été faits dans les dernières années, plus largement sur le plan de la santé publique. Donc, une initiative qui s'appelle la recommandation pour l'usage à moindre risque de cannabis, mené par Bénédicte Fécheux avec un groupe là, d'experts d'un peu partout à travers le monde. Des recommandations qui avaient été mises à jour d'ailleurs en 2021. Donc, vraiment des recommandations qui, elles,
étaient vraiment des recommandations à l'échelle de la santé publique qui ne visaient pas nécessairement des groupes vulnérables en particulier, puis qui rassemblaient l'ensemble des données scientifiques sur le cannabis et les principaux facteurs de risque modifiables associés à la prise de cannabis et qui venaient formuler une série de recommandations, de suggestions de comportements d'usage de cannabis qui pourraient faire en sorte que les gens consomment de façon plus sécuritaire et moins à risque. Évidemment, puis bon, vous avez là, un exemple un peu, là, un résumé là, très, très haut niveau là, du type de recommandations qui étaient faites dans le cadre de cet exercice-là. Des recommandations, évidemment, puis ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, qui ne sont pas spécifiquement adaptées pour les personnes qui vivent déjà avec un problème de santé mentale. On parle vraiment de recommandations très nouveaux pour la population générale, où on va parler, par exemple, de retarder le plus possible le moment de la première consommation, d'essayer de consommer des produits idéalement avec plus faible teneur en THC, d'éviter les cannabinoïdes synthétiques, et qui fait des recommandations même qui touchent à la santé mentale, mais vous allez voir là, qui sont très, très haut niveau, puis qui disent que si vous avez un problème des antécédents personnels ou familiaux de psychose notamment, que vous devriez éviter de consommer du cannabis. Évidemment, lorsqu'on parle à l'échelle populationnelle, ça peut avoir évidemment son utilité, mais lorsqu'évidemment on intervient auprès de personnes qui ont une problématique déjà de santé mentale, qui ont déjà un trouble psychotique et qui consomment activement du cannabis, ces recommandations-là sont, je dirais, relativement peu utiles dans ce contexte clinique spécifique, qui n'est évidemment pas un contexte clinique là, qui est non plus très rare et qui, au contraire, qui est plutôt répandu. Et c'est ce qui nous a amené à développer des recommandations pour l'usage du cannabis, mais qui seraient spécifiquement adaptées au contexte de personnes qui sont à risque ou qui vivent un trouble psychotique. D'abord, ben, un peu comme je viens de le mentionner, parce que la proportion des gens qui ont un trouble psychotique qui consomment du cannabis est très élevée. On a par exemple des données qui montrent là, que chez les populations qui ont un premier épisode psychotique, on parle de pratiquement la moitié ou un peu plus même de ces jeunes-là qui vont consommer du cannabis. On parle de taux là, autour de 30-40 dans certains échantillons qui ont un trouble lié à l'usage de cannabis. Et donc, on parle vraiment d'une part substantielle des gens qui ont un trouble psychiatriques et notamment de troubles psychotiques qui consomment du cannabis, avec aussi par ailleurs, puis bon, vous l'aurez deviné, je dirais une balance des risques, des bénéfices qui peut être un peu différent chez les gens qui ont un trouble de santé mentale, sachant que ces gens-là ont déjà un facteur de vulnérabilité pour vivre des effets délétères associés au cannabis, qui est évidemment le fait de présenter un trouble psychotique. Donc, ces recommandations-là, on les a développées un peu dans cette perspective-là, avec l'idée qu'il y avait un besoin d'avoir des recommandations qui étaient mieux et plus adaptées aux gens qui avaient déjà un trouble psychotique, avec la perspective, une fois encore, au-delà de l'idée là, de dire évidemment que la solution la plus simple quand on veut parler de problème associé au cannabis, c'est de ne pas consommer, mais qu'il y a quand même passablement de gens, même dans un contexte de trouble psychotique, qui vont consommer du cannabis de façon plus ou moins ou pas problématique, et que ces gens-là ont besoin, peuvent avoir besoin d'être outillés pour pouvoir avoir une consommation qui va être plus satisfaisante, qui est moins à risque, qui vont pouvoir faire des choix plus éclairés quant à leur consommation de cannabis. Donc, on a, je dirais, utilisé la même approche avec une revue attentive de la littérature sur les facteurs modifiables associés à la consommation de cannabis pour formuler des recommandations d'usage de cannabis à moindre risque, mais spécifiquement adaptées aux gens là, qui ont un trouble psychotique, qui sont à risque de l'avoir. Donc, ça prend un peu cette forme-là. Ce que je propose, c'est de passer à travers là, les différentes les différentes recommandations, du moins en faire un survol. Peut-être deux bémols. Là. Le premier bémol, vous allez voir, c'est que la première chose que je vais faire avec vous, c'est vous passer à travers les recommandations. Vous allez voir, les recommandations sont formulées je dirais un ton et d'une façon scientifique. On a développé par la suite, puis je vais y revenir dans quelques minutes, là, par la suite, sur du matériel pour traduire en fait ces recommandations-là dans un vocabulaire, un langage, puis aussi des outils qui permettent d'avoir une discussion je dirais, plus fluide, adapté avec les gens qui, par exemple, vivent avec un trouble psychotique. L'autre élément aussi, c'est que l'approche dans ces recommandations-là, c'est que oui, on mentionne que si vous voulez avoir un risque zéro
de présenter des problèmes associés au cannabis. Si vous avez un trouble psychotique, ben la seule façon garantie à toute épreuve de ne pas avoir de problème, c'est de ne pas consommer du cannabis, tout en rapidement pivotant et dire que si vous décidez de consommer malgré tout du cannabis, ben, il y a une série de choses qui peuvent être faites ou de comportements qu'on peut adopter pour consommer de façon plus sécuritaire, même dans un contexte où on vit déjà avec un trouble de santé mentale. Donc, vous avez un peu là, dans le fond, là, l'esprit de ce que je viens de vous dire là, où on vient expliciter le fait que même lorsqu'on vit avec un trouble de santé mentale, au-delà évidemment de l'arrêt complet de l'usage de substances, il y a des stratégies, il y a d'autres stratégies qui sont possibles et qui permettent à la personne de diminuer leur risque d'avoir des problèmes associés à leur consommation de cannabis et à l'inverse d'avoir une consommation qui est plus sécuritaire ou plus satisfaisante. Évidemment, puis là, dans le fond, on fait certaines recommandations au départ sur les gens qui n'auraient pas nécessairement déjà développé un trouble psychotique, mais qui seraient à risque d'en développer un. On parle notamment des gens là, qui sont à ultra haut risque, qui ont commencé à avoir des symptômes à bas bruit, etc., où on vient rappeler qu'effectivement, les gens qui ont déjà des antécédents familiaux ou personnels de psychose devraient être informés du risque là, de psychose s'ils consomment ou envisagent de consommer du cannabis. Et qu'idéalement, évidemment, ils devraient éviter de consommer du cannabis, mais que s'ils ne sont pas en mesure de le faire, qu'ils devraient être tentés de réduire ou minimiser l'intensité de leur consommation. On parle aussi de la consommation, puis on fait référence au fait que la consommation très précoce est associée à un risque accru de psychose. Et donc, autant les adolescents devraient tenter, évidemment, puis surtout lorsqu'il y a un contexte de facteurs de risque de psychose, devraient tenter de retarder leur première exposition pour diminuer les risques d'éventuellement développer de la psychose. On fait aussi référence à certaines données qu'on a chez les consommateurs plus âgés. La littérature est beaucoup moins abondante, mais qui semble nous indiquer que certains consommateurs plus âgés seraient notamment sur le plan cognitif plus vulnérables à des effets de la consommation de cannabis. Donc, on suggère aussi d'éviter une utilisation intensive. Euh, et ensuite, on passe à des recommandations, je dirais, qui visent plus à les gens qui auraient déjà une consommation qui est installée ou active, puis qui ne visent pas nécessairement l'abstinence ou la réduction, où on parle, où on explicite le fait que la consommation, que la teneur en THC devrait être aussi faible que possible. On pourra discuter, là, si vous voulez, un peu de comment ça peut s'actualiser tout ça. On a décidé de mettre une recommandation spécifique sur le CBD, notamment dans un contexte où il y a toutes sortes de choses, évidemment, qui sont véhiculées sur le CBD, notamment le fait que le CBD serait protecteur pour la psychose, serait protecteur des effets du THC, alors que les données scientifiques sont assez limitées là-dessus et ce n'est pas nécessairement ce qu'elles indiquent. Donc, ce qu'on vient rappeler, c'est que essentiellement les données sur le CBD comme protecteur des effets psychotiques associés au THC sont limitées et que l'utilisation de produits de cannabis à teneur élevée en CBD ne peut pas remplacer les recommandations qui sont énumérées là, et notamment l'idée de viser à consommer des produits à plus faible concentration en THC. Donc, ce qu'on essaie d'éviter, c'est justement que les gens favorisent des produits à très haut taux de THC parce qu'ils consomment des produits qui contiennent aussi du CBD avec l'idée que ça pourrait être protecteur l'utilisation de produits avec du CBD. On, on vient aussi expliciter que dans la mesure du possible évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont dans des pays autres que le Canada, le cannabis n'est pas légal, mais que lorsque c'est possible, on encourage les gens à utiliser des produits réglementés afin d'assurer la sécurité de ces produits-là, connaître leur contenu. Et vous allez voir aussi qu'il peut vraiment faciliter d'ailleurs l'interaction que vous allez avoir comme clinicien, notamment avec les gens qui sont utilisateurs de cannabis. On parle évidemment, c'est les gens qui ne veulent pas cesser la consommation, qu'une réduction de la fréquence peut avoir un effet bénéfique. On mentionne et on explicite le seuil d'une fois par semaine comme étant une cible à partir duquel il semble vraiment y avoir une diminution du risque de vivre des effets ou des problèmes associés à la consommation de cannabis. On a fait un choix sur les modes d'utilisation, parce qu'à l'époque, même dans certaines recommandations, on disait d'éviter la combustion, etc. Puis, compte tenu des données qui semblent nous indiquer il y a des avantages, des inconvénients, des risques associés à chacun des modes de consommation, la recommandation, en fait, qu'on fait, puis c'est ce qu'on encourage avec les cliniciens à faire, c'est vraiment de s'assurer que les gens comprennent les avantages et les inconvénients de chacun des modes d'utilisation de chacun des produits, sachant que chacun d'entre eux ont des particularités. Donc, la recommandation, c'est davantage d'être informé sur ces produits-là, puis à quoi s'attendre de ces produits-là pour que la personne puisse faire un choix éclairé, sachant que chacun des modes a des avantages et des inconvénients. La,
La sixième recommandation fait référence au fait qu'on recommande aux gens, s'ils veulent consommer du cannabis, d'essayer d'éviter de faire les mélanges, qui est en général une recommandation qu'on fait avec la plupart d'ailleurs des autres substances. Puis que s'ils décident de continuer à consommer du cannabis, idéalement, ils devraient cesser là, ou tenter de minimiser là, la consommation d'autres substances, particulièrement dans un contexte où ils ont un trouble de santé mentale. Euh, si lorsque les gens, la recommandation 7 en fait, ce qu'on suggère, c'est que les gens, évidemment, puis c'est pour ce qu'on suggère aux gens, c'est qu'évidemment, à nouveau, si les gens sont activement en situation de troubles psychotiques, qu'idéalement, ils devraient arrêter leur consommation de cannabis, mais que s'ils sont incapables de le faire, qu'ils peuvent voir leur état s'améliorer en réduisant l'intensité de leur consommation. Et ce qu'on vient aussi dire aux gens qui souffrent activement de psychose, c'est qu'ils devraient favoriser des produits à base de CBD plutôt que de THC en diminuant la concentration en THC, tout en évidemment ne surestimant pas là, le caractère protecteur ou la nature protectrice là, du CBD qui vient pas protéger de tous les effets associés au THC. La recommandation 8, ce qu'on dit, c'est que les gens qui ont un trouble psychotique puis qui reçoivent un traitement antipsychotique devraient idéalement tenter de réduire ou idéalement, évidemment, de cesser quand c'est possible la consommation de cannabis, notamment dans le contexte particulièrement des produits à base qui sont utilisés sous forme de combustion puis qui peuvent interagir avec la médication et particulièrement certaines médications antipsychotiques. Et plus particulièrement, parce que sachant qu'évidemment, il y a une bonne partie de ces gens-là qui prennent un traitement antipsychotique, qui ne sont pas prêts à cesser ou à diminuer leur consommation, qu'il devra y avoir une discussion avec le clinicien, notamment le médecin, pour déterminer si le type de médication que cette personne-là prend est susceptible d'être modulé, en fait, par la combustion de produits de cannabis et potentiellement même déterminer s'il doit y avoir des ajustements doses ou des changements de médication qui doivent être faits avec l'idée, évidemment, que ce qu'on tente de faire ici, c'est de dire c'est que si les gens consomment du cannabis et prennent une médication, la dernière des choses qu'il faut faire, c'est d'arrêter la médication, mais c'est plutôt soit de tenter de diminuer la consommation ou à tout le moins de voir avec le clinicien si la médication doit être ajustée pour prendre en compte la consommation de cannabis. Euh, ce qu'on suggère aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à diminuer ou à cesser leur consommation de cannabis de façon permanente ou de façon très prolongée. Mais il y a des gens qui sont prêts à prendre ce qu'on appelle des cannabis breaks ou qui sont prêts à prendre des pauses pendant un certain temps de cannabis ou tenter des pauses. Puis on encourage cet essai-là où les gens peuvent expérimenter pendant une certaine période de temps. Puis on vient préciser que parfois, ça peut prendre un peu certain temps avant que les bénéfices puissent se manifester, mais que les pauses de cannabis peuvent aussi avoir des bénéfices chez les gens qui ne seraient pas nécessairement prêts à s'engager à très long terme dans un arrêt ou une diminution de consommation. Ce qu'on vient rappeler aussi, c'est que souvent, puis une des choses qu'on sait là, dans le domaine des risques associés au cannabis, c'est que souvent la multiplication des risques va être associée à vraiment une exacerbation une multiplication des facteurs de risque est associée à une exacerbation du risque de façon particulière. Donc, particulièrement chez les gens qui ont déjà un facteur de risque, comme le fait de présenter, par exemple, un problème de santé mentale, on les encourage à éviter de dédoubler, d'ajouter d'autres comportements qui augmentent le risque de développer des problèmes associés au cannabis, comme évidemment les produits à très haute teneur en cannabis, la consommation précoce, etc. Un des aspects qu'on vient aussi rappeler, puis qui est souvent important, puis je pense beaucoup à l'intervention dans un contexte de troubles de santé mentale, dans les milieux psychiatriques notamment, où évidemment, quand quelqu'un consomme très activement du cannabis, il va y avoir beaucoup d'attention portée aux effets sur la santé mentale, la consommation du cannabis. Mais dans la recommandation 11, ce qu'on vient vraiment souligner, c'est de ne pas oublier, en fait, d'avoir des échanges avec la personne sur les risques que peuvent aussi présenter la consommation de cannabis sur d'autres domaines que la santé mentale. Par exemple, les risques lorsque quelqu'un va conduire et consommer du cannabis, les risques sur le plan pulmonaire et cardiovasculaire, les risques associés à la consommation de cannabis durant la grossesse. Donc, des enjeux qui parfois sont plus de la sphère physique et qui, des fois, prennent un peu moins de place, je dirais, dans nos interventions avec les gens qui, d'abord et avant tout, ont un problème de santé mentale, ce qui capte davantage l'attention des cliniciens. Donc, et vous m'avez entendu, les recommandations ici sont formulées essentiellement
un peu, je dirais, sur un mode un peu plus scientifique, puis reflétant un peu les données qui avaient été collectées. Évidemment, le but, c'est pas de traduire de texto de façon identique ces recommandations-là dans des échanges avec les personnes qui ont notamment un usage de cannabis. Et toutes ces recommandations-là doivent être communiquées de façon efficace, doivent être communiquées au bon moment, de la bonne façon, avec un vocabulaire qui est approprié aux personnes qui ont, d'abord, qui utilisent du cannabis, qui ont un trouble de santé mentale, mais aussi aux différents publics. On a développé une panoplie d'outils. Je vais revenir dans quelques instants. Vous avez là un code QR, en fait, qui vous permet d'avoir accès à la boîte à outils pour justement les recommandations à plus faible risque dans un contexte de psychose. Donc, je te laisse une petite minute aux gens là, pour prendre le code QR. On pourra peut-être l'ajouter aussi, le lien web dans le chat. Donc, essentiellement, dans la boîte à outils, ce que vous allez retrouver, c'est une panoplie d'outils à la fois pour des cliniciens, à la fois aussi pour des gens de la communauté, y compris des gens qui consomment du cannabis, qui ont un trouble de santé mentale. On a des outils qui viennent résumer les données probantes qui ont été publiées dans un article scientifique, mais de façon un peu plus digestible. On a une brochure, donc qui vient vraiment résumer les recommandations, mais de façon beaucoup plus succincte. On a développé des aides au dialogue pour les cliniciens. Donc, il y a à la fois une aide au dialogue, puis je vais y revenir dans quelques instants. Là, je vais vous faire un survol un peu de cette aide-là, mais sur une suggestion de comment on peut approcher la question de l'usage de cannabis chez quelqu'un qui a un problème de santé mentale, avec aussi un autre outil qui l'accompagne, qui est un outil où on parle des ponts, des obstacles à la communication, donc un peu je dirais, des trucs, des outils pour comment aborder la question de la consommation de cannabis dans un contexte où cette discussion-là peut, d'une part, si elle est faite au bon moment, de la bonne façon, peut vraiment avoir, je pense, des impacts positifs pour la personne, mais aussi même dans la relation thérapeutique. Et d'autre part, si elle est faite au bon moment, au mauvais moment, et parfois peut même être stigmatisante pour les personnes et entraîner, je pense, un sentiment aussi d'impuissance chez les gens qui vont intervenir. On a une affiche qui incite les gens à finalement à discuter de cannabis avec leur intervenant. On a un journal de réflexion, donc qui est plus un outil, je dirais, pour les personnes qui consomment du cannabis qui ont un trouble de santé mentale, puis qui peut les aider à les accompagner dans leur réflexion par rapport à leur consommation de cannabis, un outil qui peut être en ajout, évidemment, à la discussion que la personne pourra avoir avec un clinicien. Donc, je parlais évidemment des recommandations qui sont des recommandations, on dirait, plus théoriques. Et puis, à mon avis, puis je pense que c'était aussi comme ça qu'on l'a approché dans l'équipe, c'était l'idée que, évidemment, il faut vraiment trouver la meilleure façon possible de traduire ces recommandations-là dans un échange avec la personne qui a plus de chances d'être efficace. C'est pour ça qu'on a développé tous les outils dont on vous a parlé, des outils qu'on a développés à la fois avec des chercheurs, mais aussi avec des cliniciens d'expérience, des cliniciens qui ont une expérience en toxicomanie, mais aussi avec des gens qui ont un trouble de santé mentale et aussi avec des personnes avec expérience vécue qui ont pu aussi nous guider un peu là, dans le développement de ces outils-là pour s'assurer de l'adéquation entre ces outils-là et les besoins de cette clientèle-là. Et essentiellement, je dirais dans les grandes lignes de ces outils-là, une des premières choses qu'on vient clarifier, c'est qu'il faut choisir le moment pour parler de cannabis, particulièrement avec quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Évidemment, puis je le dis parce que souvent, surtout quand quelqu'un a un trouble de santé mentale qui peut être parfois assez actif, il y a une consommation de cannabis qui est active, on a souvent envie de pouvoir agir rapidement, de pouvoir aider la personne rapidement. Mais je dirais que le moment pour en parler est extrêmement important. Puis je pense que ça peut vouloir dire parfois être un peu patient. Et puis je pense la clé derrière cette étape-là, c'est de s'assurer d'expliciter en fait qu'on serait intéressé à discuter de cannabis, mais qu'on veut, avec la personne, décider du meilleur moment pour en parler, lui demander son consentement pour savoir est-ce que c'est un bon moment, est-ce que c'est correct pour toi qu'on parle de cannabis, et s'assurer donc que quand ce dialogue-là est initié, que c'est fait à un moment où la personne est dans des dispositions pour le faire, et qui demande aussi, vous le voyez dans l'outil, là, sans entrer dans tous les détails, mais qui demande un peu je dirais, d'emballer le début de cette discussion-là, de rassurer la personne sur le fait qu'on veut échanger avec elle, qu'on veut être à l'écoute, qu'on n'est pas juste dans une dynamique, on veut lui dire qu'il faut qu'elle arrête de consommer. Puis ça, c'est important
Particulièrement parce que je pense que les gens qui ont un trouble de santé mentale, souvent, dans leur histoire, on leur a souvent dit à répétition, avant même que vous vouliez amorcer un dialogue, on leur a répété nombre fois on leur a dit quoi faire, on leur a dit qu'ils devaient cesser leur consommation de cannabis. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu des gants là puis déterminer avec la personne, un, d'abord les rassurer sur le fait qu'on veut que ce soit un dialogue, qu'on fait preuve d'ouverture, mais deux, qu'on fait cette discussion-là à un moment où la personne se sent prête à parler de cannabis avec vous. La première des choses aussi qu'on fait, puis je pense qui vient le mieux actualiser puis confirmer à la personne qu'on est vraiment dans une dynamique d'ouverture, c'est qu'avant de porter un jugement, de donner des conseils, qu'on s'intéresse à la consommation de substances pour au-delà de savoir si la personne consomme. Il y a bien des choses, je pense, auxquelles on peut s'intéresser. D'abord, comprendre qu'est-ce qu'elle consomme, à quelle fréquence, dans quel contexte elle va consommer cette substance-là. S'intéresser au type de produit où la personne s'approvisionne, dans quel contexte. Essayer de comprendre qu'est-ce qui vient des fois motiver la personne à consommer. Donc, vraiment, questionner l'ensemble, en fait, là, du portrait de la consommation de cette personne-là, sans nécessairement d'emblée uniquement centrer là, les questionnements qu'on peut avoir autour des problèmes associés à la consommation, puis qui permet un peu de mettre la table, puis d'indiquer aussi à la personne, je pense, qu'on s'intéresse évidemment à ce qu'elle vit, à cette consommation-là, puis pas uniquement sous l'œil de tenter de la convaincre d'arrêter cette consommation. On peut, suite évidemment, dans le parcours, puis lorsqu'on a une meilleure compréhension un peu, ou on pense avoir une meilleure compréhension du profil d'usage, d'abord résumer, confirmer en fait qu'on a les bonnes informations, qu'on a bien compris pourquoi, comment, puis quel type de produit la personne va consommer pour s'assurer évidemment d'avoir une compréhension commune avec la personne de son profil d'usage, de pourquoi elle consomme. Évidemment, avec à ce stade-ci, parfois des reflets qu'on peut faire de façon très, très prudente sur certains, d'abord confirmer évidemment que ce qu'on a compris est juste, lui faire certains reflets sur certains comportements que la personne peut avoir, mais évidemment toujours avec, je dirais, avec ouverture, prudence et avec beaucoup de tact à ce stade-ci. Et à mon avis, ce qui est vraiment particulièrement important, c'est d'évaluer avec la personne si on a identifié certains comportements, puis qu'on a donné de la rétroaction sur certains comportements qui semblent être associés à des facteurs qui pourraient augmenter le risque de problèmes associés à la consommation de cannabis, explorer évidemment avec la personne si elle est disposée à échanger sur des possibles changements de comportement, sur les raisons évidemment pour lesquels elle pourrait ou pas vouloir changer ces comportements-là, puis savoir un peu est-ce que la personne est à ce stade-ci prête à aller peut-être un peu plus loin, ou si la personne, pour le moment, ne semble pas prête à vouloir changer quelques comportements que ce soit, et puis que là, dans le fond, on vise à garder le dialogue ouvert avec cette personne-là. Et si la personne est évidemment prête à faire certains changements, on peut tenter de cibler avec la personne quel genre de comportement elle aimerait peut-être travailler. Est-ce qu'il y a des aspects de sa consommation qu'elle aimerait travailler, sachant, vous l'avez vu en début de présentation, qu'il y a une panoplie de facteurs ou de comportements, que ce soit le type de produit consommé, le mode d'approvisionnement, la fréquence, le moment où on peut consommer, l'idée de prendre une pause pour réduire la tolérance, ce genre de choses-là. Donc, il y a une panoplie de comportements. Donc, on a vraiment tout un menu, un éventail de comportements associés aux risques liés à la consommation de cannabis qui peut être choisi avec la personne pour travailler et éventuellement amener des changements au profil de consommation. Et c'est là que, évidemment, si on arrive à s'entendre avec une, la personne sur le type euh, de comportement, on peut continuer à, évidemment, soutenir cette personne-là avec empathie, essayer de développer le sentiment d'auto-efficacité, puis amener la personne tranquillement à vouloir établir un plan pour changer ce comportement-là, plan évidemment qu'on peut travailler avec la personne. Et évidemment, avec l'idée de faire un suivi, puis ça, vous le savez comme moi, là, dans les changements de comportement, il n'y a rien de plus efficace là, que d'initier quelque chose, mais de jamais en faire le suivi, jamais revenir avec la personne. Évidemment, plus on accorde de l'attention à quelque chose, plus on en fait le suivi, souvent plus on a de chance, là, évidemment, d'encourager, de soutenir un changement, puis de pouvoir, avec la personne, s'assurer d'adapter un peu le plan de match si c'est nécessaire pour que la personne puisse emmener des changements à son profil de consommation. Toujours dans une dynamique, vous allez voir ceux qui consulteront l'outil, vous allez dans une dynamique, un discours qui est très positif, centré sur le changement, accompagnant, non jugeant, non stigmatisant. Puis surtout aussi très réaliste, toujours avec une prise de décision qui est partagée avec la personne et puis qui en général a plus de chances là, de mener à une évolution dans le profil de consommation avec l'adoption de comportements qui sont un peu plus sécuritaires.
Donc, Marie-Claude, évidemment, c'est un résumé. Je vous invite vraiment, pour ceux qui seraient intéressés, à aller consulter les outils qui sont déjà disponibles. Vous allez voir notamment là, les ponts, les barrières, tout ça qui peuvent accompagner un peu là, les grandes lignes de l'outil que je vous ai donné. Puis, il y a aussi des outils, comme je le disais, pour les personnes qui consomment du cannabis, qui ont un trouble de santé mentale, qui peuvent être utilisés comme, je dirais, adjuvants à ces interventions-là, puis qui, je pense, peuvent peut-être permettre, dans certains cas, d'avoir un échange plus productif avec les personnes qui font usage de cannabis dans un contexte où ils présentent aussi un problème de santé mentale. Puis je dirais aussi sortir souvent de ces dynamiques-là où on aimerait que la personne cesse de consommer, la personne veut pas cesser de consommer, puis des dialogues un peu de sourds qui peuvent même, des fois, je dirais, venir teinter négativement le reste de notre relation thérapeutique de façon non productive. Alors, je pense que ces pistes-là, sans dire qu'elles sont miraculeuses, mais elles peuvent peut-être aider à, je dirais, donner un ton à la discussion pour faire en sorte que le dialogue est plus ouvert, plus productif, puis peut-être a plus de chances d'emmener des changements dans les comportements de la personne. Euh, je finirais peut-être un peu là, sur un peu de perspective d'avenir un peu, c'est que évidemment, là, vous avez tous les outils qu'on a développés qui peuvent être évidemment, en action dans les milieux cliniques. Par ailleurs, on sait aussi qu'il y a dans beaucoup de milieux cliniques, vous connaissez l'état de notre réseau comme moi actuellement, il y a parfois aussi dans certains contextes, ou avec certains contextes cliniques où le temps qu'on est capable de dédier à des interventions un à un, par exemple, peut être un peu plus limité. Des fois, il y a parfois des contextes cliniques ou des milieux aussi où il y a tellement de roulement que c'est difficile d'avoir des gens qui sont formés puis qui demeurent en mesure là, de prodiguer les interventions à différents standards. Donc, une des choses qu'on a commencé à travailler dans l'équipe pour, je dirais, accompagner les milieux cliniques, accompagner les cliniciens, c'est de développer des outils numériques qui peuvent être intégrés dans le suivi clinique, notamment dans le suivi clinique des gens qui ont un trouble de santé mentale un peu plus sévère pour justement accompagner les personnes qui consomment du cannabis, notamment dans un contexte où ils veulent diminuer là, les risques associés à la consommation. Et c'est pourquoi on a développé deux applications, l'application Chimps, l'application I Can Change. L'application I Can Change est une application là, qui, je dirais, davantage vient cibler les gens là, qui ont un trouble à l'usage de cannabis et qui sont prêts à diminuer ou à cesser leur consommation de cannabis. Mais plus en lien avec la présentation d'aujourd'hui, on a développé aussi l'application qui s'appelle Champs, qui est une application en anglais et en français, qui a été développée au Québec avec des personnes qui vivent avec un trouble psychotique, dans des chercheurs, des cliniciens. Donc, qui vient, je dirais, en fait, vraiment une application où on a une intervention qui est assez simple avec des modules. On parle de 6 modules qui se complètent à l'intérieur de moins de 10 minutes chacun, donc une intervention assez brève sur une période de quelques semaines, puis qui vient vraiment structurer l'approche un peu dans la lignée de ce qu'on essaie de faire avec les recommandations à plus faible risque, où les gens, par exemple, on va venir les questionner via l'application sur leur comportement d'usage de cannabis. Il va y avoir un feedback qui est donné. La personne va être amenée à choisir un comportement qu'elle voudrait changer en termes de son usage de cannabis. Et après ça, on vient l'équiper avec des stratégies, notamment des objectifs de type SMART pour aider les gens à venir changer un peu, au moins un comportement qu'ils vont avoir identifié comme étant plus à risque. Et donc, on a testé en fait cette application-là mobile qui était vraiment intriquée dans un suivi dans des cliniques pour premier épisode psychotique. Où on a confirmé, là, je peux vous montrer d'ailleurs certaines données là, très préliminaires, où on a essentiellement, là, vous voyez, là, bon, on a plus de 80% des jeunes qui ont complété l'essai clinique. C'est un essai là, randomisé, donc un groupe qui recevait les interventions habituelles, un groupe qui recevait l'application, qui utilisait l'application Champs intégrée à leur suivi pour le premier épisode psychotique. Plus de 80% ont complété l'étude, près de 60% ont complété l'application. Donc, quand on parle d'application chez des gens là, qui sont souvent relativement ambivalents par rapport à la consommation de cannabis, je pense que c'est des taux qui sont très intéressants, là. Puis essentiellement, ce que vous voyez en bas, là, c'est les scores de problèmes associés à la consommation de cannabis. Donc, essentiellement, la semaine 12 était considérée là, comme la période post-fin de l'intervention plus le booster. Puis essentiellement, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une différence de score là, qui est, évidemment, on ne peut pas confirmer l'efficacité, ce n'était pas une étude d'efficacité, mais qui semble nous indiquer que l'application était potentiellement utile pour réduire les risques de problèmes associés à la consommation de cannabis dans cette population-là. Donc, on est actuellement en train de travailler pour faire vraiment une étude beaucoup plus large d'efficacité pour confirmer l'efficacité de Champs. C'est un outil qui pourrait donc s'ajouter aux outils que j'ai partagés avec vous éventuellement pour les gens
qui ont un trouble psychotique et qui consomment aussi du cannabis, puis qui seraient intéressés à changer les pratiques associées au cannabis. Cette application-là, spécifiquement dévouée pour les jeunes qui voulaient peut-être changer certaines pratiques associées à la consommation de cannabis, mais qui n'étaient pas prêts à cesser ou à diminuer leur consommation, vraiment dans une perspective de réduction des méfaits. Donc, le temps file. Quelques messages clés. J'espère que j'ai été assez clair, en fait, sur l'idée qu'évidemment, bon, le cannabis est largement consommé, particulièrement chez les gens qui ont un trouble psychotique, particulièrement chez les jeunes qui ont un trouble psychotique. C'est un sous-groupe où on voit encore les taux de cannabis qui sont les plus élevés, avec des interventions qui actuellement, là, souvent pour le trouble de l'usage, qui visent la réduction, l'arrêt de la consommation, qui ne semblent pas répondre aux besoins d'une large part des utilisateurs. Puis on pourrait même peut-être s'avancer pour dire que la majorité des usagers de cannabis chez les gens qui ont un trouble de santé mentale sévère, ne sont pas nécessairement intéressés ou en mesure ou désirent cesser ou diminuer leur consommation de cannabis. Aussi, qu'on a plusieurs facteurs modifiables qui viennent moduler les risques indésirables liés à la prise de cannabis, donc vraiment des comportements qu'on sait que si on vient changer, peuvent éventuellement moduler les risques que la personne vive des effets notamment délétères du cannabis. Je vous ai présenté quelques outils maintenant qui permettent un peu de guider l'usage plus sécuritaire du cannabis, et d'abord et avant tout pour la personne qui consomme, mais aussi pour les cliniciens qui œuvrent dans des contextes où vous allez accompagner, traiter, soigner des gens qui ont un problème de santé mentale. Donc déjà des outils qui ont été développés qui peuvent peut-être permettre de nourrir un peu vos interventions auprès des gens qui ont un trouble de santé mentale et qui consomment du cannabis. Évidemment, avec l'idée qu'il faut continuer les outils, évidemment, on les a développés, on commence à les utiliser. Je pense qu'il faut diversifier le type d'outils, utiliser le numérique quand c'est possible pour alléger évidemment la charge, évidemment, sur les cliniciens qui sont très, très occupés. Il faut diversifier le plus possible nos modes pour traduire ces recommandations-là dans des outils puis des interventions qui éventuellement non seulement vont avoir un impact bénéfique sur les gens qui ont un trouble de santé mentale qui utilisent du cannabis à plus long terme, mais qui vont aussi être faciles, adaptés à cette population-là, puis à leurs besoins. Donc là-dessus, je me permets je vous ai parlé beaucoup des recommandations, des applications, tout un travail évidemment, que je suis loin d'avoir fait seul. Il y a une panoplie de gens qui ont été impliqués, des personnes avec expérience vécue, des cliniciens, des collègues chercheurs, différentes entités aussi qui ont soutenu financièrement, qui ont soutenu notamment les recommandations à plus faible risque. Donc, un grand merci à tous ces gens-là. Et sur ce, je m'arrêterai.